Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'un investisseur. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter Willy, qui est investisseur immobilier depuis de nombreuses années et qui a également développé le réseau d'agences immobilières ImoWest et que je vais vous présenter tout de suite. On vous retrouve avec plaisir juste après l'introduction. Bonjour Willy, merci à toi d'être parmi nous pour ce nouvel épisode de Parole d'un investisseur. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ouais, écoute, ça va très bien, je te remercie. Est-ce que pour les personnes qui nous suivent et qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, nous raconter ton parcours, comment tu as commencé à investir dans l'IMO, comment tu t'es dit tiens, je vais avoir des agences immobilières, dis-nous tout. Alors, pour tout te dire, moi j'ai acheté mon premier studio, j'avais 21 ans. Okay. J'ai toujours pensé qu'investir dans la pierre, c'était en partie le locataire qui t'aidait à construire ta richesse. Donc ça m'a toujours attiré. J'ai mis un coup d'accélérateur ces dernières années parce que je me suis un petit peu plus formé. Et étant gérant d'agence immobilière, je vois passer plus de choses qui donnent envie d'investir, tout simplement. Tu pensais déjà à ouvrir des agences immobilières quand tu as commencé à investir ou c'est venu naturellement après ? Alors en fait, ouvrir des agences immobilières, quand on a l'esprit entrepreneurial, ça reste le moyen le plus simple et le moins lourd de passer dans l'entrepreneuriat, puisque on vend le stock des gens et on n'a pas à acheter le stock des autres. Moi, c'était l'immobilier ou le photocopieur. Et le photocopieur, aujourd'hui, ça nécessite d'avoir vraiment des fonds très très importants. D'accord. Et donc là, ta première agence immobilière, tu l'as créée il y a combien de temps ? Alors, j'ai créé ma première agence immobilière ImoWest à Audric en 2013. D'accord. Après avoir travaillé 2 ans pour ImoWest Calais. Ça a été justement le début du développement en franchise d'ImoWest, puisque avant, ça appartenait qu'aux mêmes personnes. Il y avait Dunkerque et Calais. Ne souhaitant pas devenir concurrent de mes anciens patrons, j'ai décidé de m'éloigner à 15-20 km en gardant les mêmes couleurs, la même charte et les mêmes méthodes. Et en devenant également complémentaire, puisque ImoWest Audric devenait le pourvoyeur de maisons de campagne de ImoWest Calais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première vente d'ImoWest Audric est une vente réalisée en binôme avec ImoWest Calais. Ah, c'est génial. Et aujourd'hui, ça représente combien d'agences au total ? Alors aujourd'hui, ImoWest, c'est 8 agences. D'accord. Principalement sur la Côte d'Opale et le Pas-de-Calais. Même si on a encore une agence à Gravelines, dans le 59, que je dirige. Vous avez donc des gens qui possèdent ImoWest en propre, compris la succession de mon frère qui avait ImoWest Calais qui n'est plus là désormais, mais il y a également des franchisés comme ImoWest à Dèvres et ImoWest à Marquise. D'accord. Et du coup, tu me racontais tout à l'heure qu'au travers de ta carrière d'investisseur, forcément, tu as appris à investir. Au fur et à mesure, on en parlait tout à l'heure en visant ton dernier immeuble, que tu t'étais amélioré. Et là, tu m'expliquais que tu t'étais spécialisé sur le principe de la vente à terme que tu proposes aux gens que tu accompagnes dans ton agence immobilière, mais que tu adores déguster aussi à titre personnel. C'est quoi le principe de la vente à terme en fait ? Alors, oui, j'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans et demi. À force d'investir, ça a commencé un petit peu à bloquer au niveau bancaire. Là, les bilans des agences étant moins bons ces dernières années, ce qui est normal, là, ça devient totalement impossible. Donc, effectivement, je suis passé à l'acte en vente à terme il y a à peu près 3 ans, à titre personnel, sur un premier appartement. Et ayant compris le truc à titre personnel, j'ai poussé la connaissance, je me suis beaucoup documenté et aujourd'hui j'ai réalisé en 2 ans et demi, 3 ans, mais surtout sur ces 24 derniers mois, parce que la première année c'était vraiment une prise d'expérience où j'ai la découverte, c'est ça. Voilà, la découverte, je vais en faire 2-3. Aujourd'hui on a franchi le cap de la vingtaine de transactions réalisées sur ces 24 derniers mois. D'accord, c'est marrant, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, parce que je dis toujours aux gens, on a d'abord une première année où c'est un peu l'année école, c'est on apprend, on s'entoure, on fait, on voit que ça marche, et après on déroule et on enchaîne. Et si on devait résumer la vente à terme, pour celui qui ne sait pas ce que c'est, moi je dis toujours que c'est l'astuce miracle pour pouvoir investir dans l'immobilier quand on n'est pas éligible au prêt immobilier. Si on devait le vulgariser, comment toi tu présenterais la vente à terme à quelqu'un ? Alors la vente à terme permet surtout, un point important, l'investisseur recherche l'effet de levier. On va garder cet effet de levier. La vente à terme, il y a plusieurs acteurs qui en font en France, méconnus, mais là où nous, on est un peu plus judicieux dans notre approche, c'est qu'on tient à garder l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on va définir une valeur vénale. L'une des premières que j'ai faites illustre assez bien ça. On avait un immeuble qui avait de la difficulté à se vendre depuis quelques années. On a donc déterminé une valeur vénale de 100 000 euros. D'accord. Les gens donc, ont mis un bouquet de 10 000 euros
et ensuite devait solder 90 000 euros, moyennant des soldes de 600 euros tous les mois. L'avantage de ça, c'est que cet immeuble, personne ne le regardait, parce que les gens qui ont cette capacité à avoir de l'emprunt, c'était pas le meilleur immeuble. Et ceux qui se sont mis à le regarder, c'est des gens qui, eux, n'étaient pas en capacité d'aller chercher de l'emprunt. Donc, en fait, ça fait converger des gens qui vendent un produit peut-être plus difficile à vendre que d'autres. Et en même temps, il y a des gens qui ne souhaitent pas, pour des convictions religieuses, puisque nous avons notamment les musulmans qui sont très friands des ventes à terme, puisque les intérêts d'emprunt sont interdits pour les musulmans pratiquants. Donc, ces gens-là vont pouvoir en acheter. Et on a également tout simplement les investisseurs qui n'ont pas ou plus accès à l'emprunt, qui souhaitent avoir une stratégie complémentaire, qui vont pouvoir acheter effectivement les ventes à terme. Ça veut dire en fait que si je résume, tu vois un bien, ce bien il fait 100 000 euros, tu n'es pas éligible à l'emprunt immobilier pour l'acheter, donc tu dis au vendeur, bah moi je vous donne 10 000 tout de suite, et les 90 restants, on les éclate sur X mois, et je vous donne ce prorata du coup tous les mois, sans production d'intérêt, c'est ça? C'est exactement ça. Okay. En fait, ça ressemble un peu au viager sur le montage. La grande différence avec le viager, c'est qu'on va supprimer l'aléa. L'aléa dans un viager, c'est la date du décès. Oui. Moi, je suis quelqu'un d'hyper cartésien, j'achèterai jamais un viager. Par contre, je peux acheter de la vente à terme. On va effectivement supprimer les intérêts d'emprunt, supprimer l'assurance emprunteur. Il peut y avoir éventuellement une indexation chaque année. Donc ça se négocie partie à partie. C'est pas obligatoire. Et on va rembourser sur X années. Et surtout, pour le vendeur, ça représente l'opportunité de se débarrasser d'un bien. Parfois, on a du mal à vendre ou parfois, on va être obligé de baisser beaucoup le prix parce qu'un acheteur de vente à terme va chercher à négocier les conditions, mais il va beaucoup moins chercher à négocier la valeur vénale. D'accord. Et comment ça se passe du coup pour les frais de notaire? C'est calculé sur la valeur vénale? C'est ça. Là, en l'occurrence, le bien qu'on a vendu 100 000 euros il y a quelques années, on était sur à peu près 8 500, 9 000 euros d'intérêt, de frais de notaire, pardon. C'est le montant qu'on paye sur un bien à 100 000. Donc il faut être en capacité effectivement de sortir le bouquet, les frais de notaire basés sur la valeur vénale et les frais d'agence. Ok, donc c'est-à-dire que on est vraiment dans, entre guillemets, la solution miracle parce qu'on peut investir dans l'immobilier si on n'était pas éligible à l'emprunt immobilier. Par contre, on n'est pas dans ce système de zéro sous et je deviens millionnaire du jour au lendemain. On a vraiment cet effort d'épargne quand même à faire au début, vraiment cette notion d'investir, c'est j'investis mon argent en payant le bouquet, les frais de notaire, éventuellement les quelques travaux d'embellissement et derrière on paye au fur et à mesure comme si on avait remboursé un crédit, sauf qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est exactement ça. Après, on arrive à avoir parfois des bouquets nuls ou quasi nuls. Ça, c'est possible. Hein. Moi, ma première vente à terme, je l'ai acheté sans bouquet. Voilà. J'ai accepté de revaloriser la valeur vénale du bien en échange d'une annulation du bouquet. Mon objectif était de préserver au maximum ma trésorerie pour les travaux. J'ai expliqué mon problème au propriétaire. Il l'a accepté. Il n'avait pas forcément un besoin immédiat d'argent. Et alors qu'on était en phase de négociation à 57 000, l'appartement est passé à 62 000 en échange d'une annulation de bouquet de 10 000. Mais pour moi, ça avait du sens de préserver ces 10 000 euros et de les garder en épargne de précaution. Et c'est pareil, comment ça fonctionne du coup au niveau fiscalité? Vu que tu décaisses les sommes au fur et à mesure, est-ce que la fiscalité se base directement sur le prix global de vente? Ou j'ai pas de notion là-dessus, je me rends pas compte. Alors, c'est une question intéressante. En fait, là, en l'occurrence, cet appartement, on est sur un régime du particulier location meublée non professionnelle. J'ai l'amortissement de ma valeur vénale comme si je l'avais acheté de façon classique. Puisque lui, ce qui va intéresser le comptable, c'est combien on l'a acheté. On l'a acheté 62 000, il fait l'amortissement en fonction des paramètres. C'est exactement le même raisonnement que la banque. Sauf qu'il n'y a pas de contrat avec la banque soumis à intérêt. C'est vraiment un copier-coller en fait. C'est ça. Et puisque tu parles de fiscalité, pour le vendeur c'est intéressant, puisque par contre lui c'est le paiement de son bien. C'est-à-dire s'il y a une plus-value, il va la payer au départ. Donc faire attention si éventuellement il y a une petite plus-value, que le bouquet couvre la plus-value, parce que tu auras difficilement un vendeur qui est prêt à sortir plus que ce qu'il va récupérer au passage chez le notaire. Bien sûr. Ça m'est déjà arrivé néanmoins. Les gens voulaient absolument vendre, donc ça s'est fait quand même. Et ensuite, il n'y a aucune fiscalité. Donc, en fait, les gens n'ont pas besoin d'argent. Quand on est sur une rente de 1 000 euros, le fait de dire, voilà, tous les mois, vous allez avoir 1 000 euros net d'impôts qui n'intègrent pas votre revenu fiscal de référence, bah, ça a du sens et pour certains, ils trouvent ça relativement intéressant. Et du coup, aujourd'hui,
tous les vendeurs, peu importe leur position, peuvent faire de la vente à terme, ou il y a des contraintes qui t'empêchent de faire de la vente à terme? Alors les prérequis, c'est qu'on soit en capacité de solder le prêt existant s'il y en a. Ok, donc il ne faut pas de prêt. Il peut y en avoir, mais il faut qu'on soit en capacité de le solder. Là, j'ai actuellement un vendeur qui soldera lui-même, il refera un prêt. Parce qu'il y a des gros travaux à faire dans l'immeuble. Il ne veut pas, peut pas faire les travaux. Donc, il est en capacité, il refera un prêt. Mais de manière générale, les prérequis, c'est plus de prêt pour le solder. Parce que le vendeur, le notaire va lui inscrire une hypothèque de rang 1. Demain, tu vends, je t'achète une vente à terme, tu as une hypothèque de rang 1. Tu as même ce que les notaires appellent une super hypothèque. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, si tu ne payes pas ton bien, il va se passer 2 ans et demi avant que la banque en reprenne possession et en fasse une vente aux enchères. D'accord, oui, tout à fait. Dans une vente à terme, on n'attendra pas 2 ans et demi. À partir de 2 impayés, le vendeur peut aller demander une annulation de la vente. C'est normal parce que, étant donné que tu te transformes en banquier, tu dois être mieux protégé qu'une banque. Ouais, donc en fait, c'est hyper protecteur pour celui qui vend, parce que ça veut dire que, par exemple, il vend 100 000, il touche ses 10 000 tout de suite, et puis il prend, je sais pas, 500 € par mois. Boum, au bout de 2 ans, incident de payer, lui, il récupère son bien, et entre guillemets, l'acheteur qui n'a pas été vigilant, lui, ça a été à fond perdu, il a perdu, entre guillemets. Oui. Ok. Oui. Alors, il faut aller demander l'annulation au tribunal. Ce qui est plus court, c'est de faire, un recours pour être payé via un huissier. Lui, s'il y a des fonds, il pourra aller les chercher. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ce sera beaucoup plus léger. Ça peut effectivement aller jusqu'à une annulation de vente. Et généralement, quand j'ai un homme d'affaires, entre guillemets, pas un particulier, un vrai investisseur qui vend, ça lui fait pas peur. Lui, en gros, il se dit, de toute façon, si demain je récupère mon immeuble qui a été remis en état... Dans tous les cas, il est gagnant. Je suis gagnant. Après, l'acheteur, il va pouvoir se protéger néanmoins avec une assurance décès invalidité. Il n'y a qu'une assurance perte d'emploi qui ne pourra pas aller chercher. Cette option-là, je l'ai développée en partenariat avec un assureur. C'est-à-dire demain, si tu achètes une vente à terme chez moi, l'assureur, il est présent au compromis, on prend toutes les dispositions, néanmoins pour que tu les aies, que tu puisses protéger ta femme, tes enfants. C'est canon. Et on reste sur les mêmes prix qu'une assurance crédit classique comme on aurait eu avec la banque. Oui, oui. Après, moi, ce que je conseille, ce que j'ai fait à titre personnel, c'est que moi, j'ai pris une assurance décès invalidité complètement déconnectée de la vente à terme. D'accord. De manière à ce que si vraiment il m'arrive quelque chose, on soit capable de... Bien sûr que les sommes couvrent. Ok, et justement, en parlant de toi, en basculant cette fois-ci sur le volet acheteur, tu disais que forcément avec l'impact qu'a eu le Covid, plus derrière la crise immobilière qui a un peu ralenti l'activité des agences immobilières, même si au fond elle n'est pas mauvaise, on va dire que les banquiers aiment bien prêter de l'argent quand il y a du soleil et pas quand il pleut. Aujourd'hui, du coup tu m'expliquais que dans ton parcours d'investisseur, tu avais vraiment basculé vers la vente à terme. Tu penses que le jour où tu seras de nouveau rééligible à l'investissement immobilier, tu referas des prêts bancaires ou tu vas vraiment rester que dans la vente à terme? Pour moi, c'est complémentaire. Parfois, des gens cherchent à les opposer, en disant notamment que les intérêts d'emprunt sont déductibles et que s'il n'y a pas d'intérêt d'emprunt, on ne peut pas les déduire. Alors déjà, c'est faux, on peut créer des intérêts d'emprunt, puisqu'on peut très bien prévoir chaque année 2-3% d'indexation. Et dans ce cas-là, ça devient des intérêts. Donc si ça devient des intérêts, ils sont déductibles. Mais pour répondre à ta question, oui, moi, mon objectif, c'est de faire grandir mon patrimoine, parce que j'aime ça, parce que je veux le transmettre à mes enfants. Donc demain... sur la même année, si je peux faire un investissement en vente à terme plus un investissement en vente classique, je ne me priverai pas. Après, on peut également utiliser le levier bancaire pour faire de la vente à terme. J'ai eu un cas il y a 18 mois qui va t'intéresser. On vend un immeuble à 150 000. Des investisseurs professionnels, de profession médicale, très bon profil. On se dit, ça va passer. Ça ne passe pas. Le vendeur, assez âgé, qui a eu des soucis avec ses locataires, on est vraiment sur une transmission, il a la soixantaine d'années, ça a même un peu abîmé sa santé, les problèmes qu'il a eu avec ses locataires, ne veut absolument pas racheter. Je lui dis, j'ai peut-être une solution. Je vous promets rien, est-ce que déjà dans l'idée vous êtes d'accord? Il me dit, allez-y, je veux absolument m'en séparer. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui est dans un transfert de propriété. Il veut transférer sa propriété et ne plus gérer les problèmes. Il doit 75 000 en banque. Via un prêt qui n'était plus un prêt IMO, mes investisseurs, on a fait un avenant, on a eu la capacité d'aller chercher 75 là où les 150, on les avait refusés. Ça passait dans la délégation bancaire, je ne sais pas, en prêt travaux, en prêt conso, comment ils l'ont fait. On a sauvé le dossier. Les acquéreurs étaient super contents parce qu'ils ne s'attendaient pas à une telle solution de notre part. On a été clairement proactifs et clairement,
on a trouvé des solutions qui sont sorties des sentiers battus. Le vendeur, pareil, voilà, maintenant il a sa rente tous les mois, il est tranquille. Et voilà, c'est canon. Et pour conclure la vidéo, tout à l'heure, tu m'as dit, tu verras après l'interview, je te montrerai, j'ai un projet où on peut aussi bien l'acheter en vente à terme qu'en financement classique. On dit qu'il ne faut pas les opposer, mais c'est quand même intéressant. Pour toi, au-delà de la personne qui n'est pas éligible à l'emprunt immobilier, qui irait vers la vente à terme, qui irait vers l'emprunt, ou selon toi, en voyant le projet, vers lequel tirer et pourquoi? Alors oui, étant donné que je ne cherche pas à les opposer, j'ai effectivement cette approche même en face d'un vendeur. C'est-à-dire que là, ce fameux immeuble, il est pas mal, mais ça ne bouge pas des masses. Donc je lui ai dit, on va pouvoir proposer en doublon, avec deux approches différentes, avec des réseaux de communication et de recherche d'investisseurs différents, votre bien en vente à terme. Et ce n'est pas opposé. C'est-à-dire qu'on lui ouvre une porte supplémentaire, parce qu'encore une fois, l'objectif est de transférer la propriété. C'est vrai qu'aujourd'hui, acheter 9 lots, c'est pas donné à tout le monde, donc ça peut faire peur. Et le fait de le proposer également en vente à terme, ça va attirer. Après, quelle est la meilleure solution? Je dirais, c'est en fonction du profil de chacun. Si aujourd'hui la personne, elle a une épargne de précaution conséquente, moi j'irais plutôt sur de la vente à terme, dans le sens où même à 3,5 aujourd'hui, là l'immeuble dont on parle, on est sur du 250 000, bon, il y a quand même un bouquet de 50 000 à sortir, mais moi je sais qu'aujourd'hui 200 000 à 3,5, on va produire entre 100 et 120 000 euros d'intérêt. Ces 100 à 120 000 euros d'intérêt, c'est de l'économie qu'on va créer sur notre coût de revient. Donc si vous êtes centré sur votre coût de revient, la vente à terme, vous aurez plutôt tendance à pencher vers celle-ci lorsqu'elle sera possible. Ouais, ça veut dire qu'en fait, si on fait une conclusion, quelqu'un qui est éligible à l'emprunt immobilier, qui va emprunter ce projet-là, on va lui demander 10% d'apport. Allez, je dis une bêtise, avec les travaux, les frais notaires, ça lui coûte 300 000, on lui demande 30 000. Mais il aura au final payé sur 20 ans peut-être 100 000 euros d'intérêt, alors que de l'autre côté, quelqu'un qui fait la vente à terme va payer son bouquet de 50, ses frais de notaire et ses travaux, elle est peut-être 80 000. Par contre, lui, il n'aura aucune production d'intérêt. Et donc au final, on a un peu cet effet contrebalancement où d'un côté, il y en a un qui a gagné parce qu'il a sorti peu au début, et de l'autre côté, il y en a un qui a gagné aussi également parce qu'il a mis beaucoup au début, mais il n'a pas eu d'intérêt. T'as bien résumé, en fait. Ça va être en fonction des intérêts de chacun, de la philosophie de chacun. Sur mesure. Voilà, si tu es plus centré sur ton coût de revient et que ta capacité te permet, tu iras plutôt sur de la vente à terme. Si tu veux vraiment utiliser à fond le levier bancaire et mettre le moins possible, tu seras plutôt tenté vers l'emprunt. Après, ce qui est intéressant dans ce genre de cas, c'est que parfois, moi, j'ai des clients qui vont faire deux propositions. Une très basse, mais on n'est pas en vente à terme, et l'une où il va acheter en vente à terme. Et en fait, ce genre de proposition, moi je l'ai vu, permet de faire baisser plus facilement le prix, parce qu'en fait, ce que voit le vendeur lorsqu'il va te faire une contre-offre, c'est se dire ah ouais, c'est peut-être plus bas, mais c'est mieux, j'ai l'argent d'un coup. Donc la vente à terme peut être aussi simplement un levier de négociation. Parce que quand tu fais une proposition aujourd'hui à 200 000 sur un immeuble qui veut 250, la seule chose que voit le vendeur, c'est les 50 000 euros que tu veux lui faire baisser. Par contre, demain, tu lui dis, je te propose 200 000 ou alors, en vente à terme, je te l'achète 230 000, par contre, je te donne que 10% et le reste, tu vas l'avoir sur 10 ans. Tes 200 000, il va les voir de façon positive et plus de manière négative. Ah non, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que ça montre une autre vision de réussir à accéder à l'immobilier. Et je trouve que ce que tu donnes là, c'est une belle conclusion parce que moi, je dis toujours aux gens, la solution parfaite, elle n'existe pas. C'est toujours en fait de créer une solution sur mesure en fonction de notre situation personnelle et puis forcément celle des vendeurs. Et ça va nous guider automatiquement vers le chemin qu'on doit emprunter. Je trouve que c'est une belle synthèse. Et justement, pour vous qui nous regardez, prépare-toi Willy, c'est la petite question de la fin. J'aime toujours demander à l'investisseur que j'ai reçu s'il pouvait cette fois-ci regarder la caméra et dire voilà, moi ça fait 20 ans que j'investis, quel est le tips que tu as gardé en tête et si tu reparles à ton toi de 20 ans, tu voudrais te le donner? Alors, dans la mesure où la vente à terme existait déjà il y a 20 ans, je me serais servi de ce levier depuis 20 ans et je pense que j'aurais beaucoup plus de choses aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, hein, on apprend sur nos différentes expériences. Et puis il faut le dire, tu as quand même un très beau parcours. Je pense qu'on est fiers de ce qu'on a réussi à développer en famille, ouais. Canon, top. Bah écoute, merci à toi. Merci et puis, pour tous ceux qui nous suivent, au plaisir de vous voir dans d'autres vidéos. Et si vous avez besoin, je suis à votre écoute. Vous avez mon agenda dans la description.
Ça sera avec plaisir de vous aider. Je vous mets également les coordonnées de Willy si vous voulez avoir plus d'informations sur la vente à terme et je vous dis à très bientôt. Ciao!